Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite et c'est dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce lundi 2 novembre en Somalie. Hier dimanche, un attentat revendiqué par les islamistes Chebab a fait au moins 12 morts. L'attaque a frappé à l'aube un grand hôtel de la capitale Mogadiscio. Un véhicule bourré d'explosifs des terroristes Chebab, affiliés à Al-Qaïda, s'est engouffré dans cet établissement. Les assaillants seraient ensuite entrés à l'intérieur de l'hôtel Saafi, un lieu très fréquenté par les parlementaires, les fonctionnaires ou encore les hommes d'affaires. Des témoins y auraient entendu des échanges de coups de feu ainsi que d'autres déflagrations. Depuis l'attentat, l'AMISOM, la force militaire de l'Union africaine qui combat les Chebab aux côtés du gouvernement somalien, a assuré avoir sécurisé le bâtiment. Justice en Afrique du Nord. Saadi Kadhafi a comparu hier devant un tribunal de Tripoli. Ce fils de l'ancien dirigeant de la Libye est jugé pour meurtre et participation à la répression sanglante de la révolte de 2011 contre l'ancien régime de son père, Muammar Kadhafi. Hier, pendant que Saadi Kadhafi attendait dans l'enceinte du complexe judiciaire d'Al-Adba Al-Qadara, son avocat s'est entretenu avec le président de la Cour. Quelques minutes seulement après le début de l'audience, ce dernier a décidé d'ajourner le procès au 6 novembre prochain. Selon Ahmad Mosba, l'avocat de Saadi Kadhafi, le procès ne serait, je cite, pas encore prêt et en l'absence de quelques éléments, les juges ne pourraient pas statuer. Dans l'Égypte voisine, le Premier ministre Chérif Ismaïl s'est rendu samedi dans la région du Sinaï. C'est là-bas, dans la zone montagneuse d'Al-Hassana, qu'un avion de charter russe s'est écrasé à l'aube samedi. Aucune confirmation pour l'instant sur la cause de l'accident, même si l'État islamique a revendiqué avoir abattu cet Airbus A320-200 de la compagnie Kogalimavia ou Metrojet, et ce en représailles à l'intervention russe en Syrie. Autre piste à l'étude, selon des responsables de l'aviation civile égyptienne, la plainte du capitaine concernant une défaillance technique de son système de communication. Quoi qu'il en soit, l'avion qui devait relier Sharm el-Sheikh à Saint-Pétersbourg a perdu le contact avec sa tour de contrôle 23 minutes seulement après avoir décollé. Aucun de ses 224 occupants n'a survécu à l'accident. Et depuis Le Caire, samedi, le Premier ministre égyptien s'est exprimé en conférence de presse. Nous avons retrouvé la boîte noire de l'avion. Elle sera analysée par des experts pour déterminer la cause du crash. C'est ce qu'il y a de plus important. Il est trop tôt pour discuter des raisons du crash. En Afrique de l'Ouest, l'élection d'Alpha Condé à la tête de la Guinée est désormais officielle. C'est la Cour constitutionnelle guinéenne qui a validé cette réélection au premier tour du président sortant samedi soir. Tous les recours en annulation qui ont été présentés par 3 de ses 7 adversaires à la présidentielle ont ainsi été rejetés, et ce au cours d'une audience publique retransmise en direct à la télévision. Après 45 minutes de lecture des minutes de l'arrêt, la Cour a rendu des résultats définitifs du vote par candidat, très légèrement amendés par rapport à ceux qui étaient annoncés le 17 octobre par la Commission électorale nationale indépendante. Il donne le parti au pouvoir du RPG Arc-en-Ciel vainqueur avec exactement 2 284 827 voix, soit 57,84% des suffrages exprimés. Monsieur Alpha Condé exercera son nouveau mandat du 21 décembre 2015 au 21 décembre 2020. Et le directeur de la campagne d'Alpha Condé réagissait à cette validation de la Cour constitutionnelle. Le résultat de ce soir n'est que la confirmation de cette transparence. Je suis content pour mon camp, je suis satisfait pour mon candidat parce qu'il est le meilleur candidat des 7 ou 8 qui ont concouru. Il y a un an, le 31 octobre 2014, le renversement populaire de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré marquait aussi la mort de 30 personnes et plus de 600 blessés suite à la répression qui s'en était suivie. Cette année, une célébration s'est tenue samedi 31 octobre à Ouagadougou afin de commémorer les victimes de l'insurrection contre celui qui avait dirigé le Burkina Faso durant 27 ans. Et pour l'occasion, la célébration de samedi a également associé à ces hommages les 14 nouvelles victimes du putsch manqué du 17 septembre dernier, putsch perpétré, vous le savez, par le régiment de sécurité présidentielle contre le président Michel Kafando. Monsieur Kafando qui les a d'ailleurs élevés au rang de chevalier de l'ordre national. Une stèle a été érigée à l'occasion au pied du monument des martyrs, et ce en hommage à toutes ces victimes.
Écoutez entre autres ces extraits de la déclaration du président intérimaire du Burkina Faso samedi dans la capitale Ouagadougou. Je voudrais rassurer le représentant de l'association des blessés que certes ce que nous avons fait peut sembler insuffisant, mais je prends l'engagement au nom de la transition que la transition ne s'en ira pas sans consentir un effort supplémentaire en faveur des blessés. Martyrs de l'insurrection et de la résistance populaire, nous sommes fiers de vous. Blessés de l'insurrection et de la résistance populaire, tranquillisez-vous, nous ne saurions vous oublier. Ça fait 1 an aujourd'hui, une année qui s'est écoulée comme toutes les autres années, mais une année très longue pour nous les blessés. Oubliés, abandonnés, négligés, nous sommes tristes, nous sommes frustrés, nous sommes déçus. Après une année, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de justice pour les martyrs de l'insurrection populaire. C'est ce que nous déplorons le plus. Il n'y a eu que 5 dossiers qui ont connu un début d'instruction. Une instruction, je dirais, timide. Et nous sommes sceptiques quant à la volonté politique réelle de faire la lumière sur ces crimes-là. Sur la côte est de l'Afrique, le Mozambique. Dans les bars des quartiers populaires de Maputo, la capitale, les clients raffolent de plus en plus de l'Impala. L'Impala, c'est cette bière au manioc moins chère que les autres et qui est commercialisée depuis 4 ans afin de conquérir le marché des zones rurales et périurbaines, dominées jusque-là par les bières artisanales. Reportage. En novembre 2011, Sab Miller lançait au Mozambique la première bière commerciale composée à 70% de manioc. Son nom, l'Impala, comme l'antilope qui peuple les savanes d'Afrique australe. 4 ans plus tard, avec 100 millions de bouteilles vendues, c'est la 3e bière la plus consommée au Mozambique. Le choix du manioc n'est pas un hasard. Il vise à substituer au malt importé d'Europe ou d'Afrique du Sud une culture présente en abondance au Mozambique. Le lancement de la bière Impala a été une révolution pour l'industrie de la bière au Mozambique et pour les agriculteurs également, car cela a permis de donner une valeur commerciale à un tubercule qui jusque-là n'en avait pratiquement pas et que les agriculteurs utilisaient uniquement pour se nourrir. D'après l'entreprise, 7500 agriculteurs vivent de la production du manioc nécessaire à la fabrication de l'Impala. Comme ici, à Ribawe, au nord du Mozambique. Les tubercules sont transformés sur place en une pâte blanche afin de permettre leur transport. Le problème avec le manioc, c'est qu'il commence à pourrir immédiatement après avoir été ramassé. Donc il faut le transformer très rapidement. Ce sous-traitant néerlandais, Datco, achète tout le manioc que les paysans sont en mesure de produire et les accompagne pour qu'ils améliorent leur productivité. Mais certains paysans restent mécontents du prix d'achat. Nous souhaitons que les chefs qui viennent ici augmentent le prix au moins à 5000 métiquets la tonne. À 1500 la tonne, pour nous, il n'y a pas de bénéfice. De son côté, Datco estime que la situation va évoluer sur le long terme. L'entreprise souhaite que les producteurs de manioc passent d'une agriculture de subsistance à des marchés de grande échelle. Le problème, ce ne sont pas les prix, ce sont les volumes qui doivent augmenter. Et avec de plus grands volumes, ils vont commencer à gagner de l'argent. L'Impala est vendu surtout dans les zones rurales, pour 35% moins cher que les bières à base de malt. L'idée est de faire concurrence aux productions artisanales qui présentent souvent des dangers pour la santé des consommateurs. D'ici 3 ans, Cervejas de Mozambique espère doubler le volume de production et le nombre d'exploitants agricoles. L'Impala deviendrait alors la bière la plus consommée au Mozambique. Et même si elle est à consommer avec modération, la bière a dû couler à flot samedi avec la Coupe du Monde de rugby qui vient de se terminer ce week-end après près d'1 mois et demi de compétition au Royaume-Uni. La finale a opposé samedi après-midi les All Blacks de Nouvelle-Zélande aux Wallabies australiens. Pour l'occasion, le match a été retransmis en direct sur un écran géant à Trafalgar Square. Plusieurs milliers de supporters que vous voyez à l'écran des 2 équipes se sont ainsi retrouvés sur cette célébrissime place londonienne afin de regarder la finale, à l'issue de laquelle les Néo-Zélandais sont devenus triple champions du monde. Un match extraordinaire leur a permis de marquer 34 points contre les Wallabies, très tenaces pourtant, mais hauteur seulement de 17 points. Parmi tous les aficionados de rugby, un seul nom était sur toutes les lèvres, celui évidemment du
All Black, Dan Carter, auteur à lui seul de 19 points pour son tout dernier match. Un départ en retraite illuminé après son élection en tant qu'homme du match. Les supporters des deux équipes finalistes s'exprimaient. C'est une bonne surprise. Ils deviennent bons, ils s'améliorent, mais pas encore assez pour atteindre le sommet. Nous sommes des perdants. Lui est néo-zélandais. Moi, je suis australien. On est des bons amis. On va sortir, s'amuser. Finalement, c'est le rugby qui est gagnant. Le match était vraiment excellent. J'aurais voulu voir l'Afrique du Sud en finale. Mais je suis aussi pour la Nouvelle-Zélande. On a gagné la coupe, c'est fantastique. J'étais un peu nerveux à la deuxième mi-temps à cause de l'Australie qui revenait dans le jeu. Mais finalement, on l'a eu et c'est très bien. Et un très beau geste a marqué également cette victoire des All Blacks samedi. Le néo-zélandais Sonny Bill Williams a expliqué avoir donné samedi sa médaille de champion du monde à un jeune supporter qui était venu à sa rencontre sur la pelouse de Twickenham quelques minutes après la finale. Écoutez. Il avait 7 ou 8 ans. Il s'est faufilé à travers la sécurité, mais un garde a réussi à le rattraper juste avant qu'il arrive jusqu'à moi pour me prendre dans ses bras. Et il s'est fait plaquer par l'un des gardes de sécurité. Donc je me suis senti très mal pour lui. Si ça avait été un jeune cousin ou un petit frère, j'aurais corrigé le garde. Mais j'ai simplement relevé le garçon et je l'ai ramené à sa mère et j'ai essayé de rendre la nuit encore plus mémorable pour lui. Il vaut mieux que la médaille pende à son cou plutôt que sur le mur de ma maison. Il était assez heureux après ça. C'est un bon gars. Il avait son maillot des All Blacks sur lui, donc on ne sait jamais. Peut-être qu'on le reverra sur ses 2 pieds, contournant d'autres gardes de sécurité. Terminons notre flash info avec une page de sport africain. Cyclisme au Burkina Faso. Le 28e Tour du Faso, une des plus grandes compétitions cyclistes d'Afrique, a pris le départ vendredi à Ouagadougou. Alors, il était sur haute surveillance après les craintes d'attaques djihadistes qui ont frappé pour la première fois cette année plusieurs localités du pays. En 2014, le Tour du Faso, rendez-vous traditionnel du cyclisme africain, n'avait pas eu lieu déjà en raison de l'épidémie d'Ebola dans les pays de la région voisine. C'était la première annulation depuis sa création. Quoi qu'il en soit, cette année, le Tour a été maintenu. David Cabré, le ministre burkinabé des Sports et des Loisirs, a notamment déclaré « Nous avons mis en place un dispositif sécuritaire important à l'occasion de ce Tour du Faso 2015, car nous tenons à montrer que la sécurité et la paix sont revenues au Burkina Faso. » Et je vous propose d'écouter ces déclarations du président de la commission de sécurité de cette course cycliste, suivi par le directeur sportif de l'équipe suisse. Directement sur le Tour, il y a des gendarmes et des policiers effectivement qui assurent la sécurité. Comme je l'ai dit, le Tour est totalement escorté, que ce soit à son avant ou à son arrière. On a des hommes qui escortent, mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, ça c'est tout ce qui est dynamique. Sur le plan statique, on a effectivement également des gendarmes, policiers, l'armée en général, qui a un dispositif en tout cas qui permet à la caravane de traverser les villes, de faire le tour en toute sécurité. On s'est posé bien sûr la question, mais une fois qu'on est arrivé là, on était rassurés parce que on a bien vu qu'il n'y avait rien en tout cas qui était gravissime dans notre entourage. Et si ce n'est qu'aujourd'hui, après l'arrivée, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hommes en uniforme qui rentraient à la caserne et je me suis dit que vraiment on était bien protégés. Donc est-ce qu'il y a de quoi, est-ce que ça justifie d'avoir autant de protection ? J'imagine que oui. Enfin, les autorités ont pris leurs dispositions pour que la course se dispute en toute sécurité. Et nous clôturons ce Vox Flash avec un mot de football avec le club congolais du TP Mazembe de Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe a gagné le match aller de la finale de la Ligue des champions africaine ce week-end contre l'équipe d'Algérie sur un score de 2-1. Le TP Mazembe s'est imposé samedi à Alger face à l'USM Alger.
Kalaba à la 27e minute et Samata à la 79e minute sur pénalty ont inscrit pour le TP Mazembe avant que le joueur algérien Seguer ne réduise la marque à la 88e minute. Le manager du TP Mazembe a qualifié ce résultat de la finale aller de victoire importante pour son club. Une victoire qui met le TP Mazembe dans une posture intéressante en prévision du match retour qui est prévu le 8 novembre prochain à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Avec cette victoire à l'aller, le tout-puissant Mazembe, quadruple vainqueur de la Ligue des champions africaine en 1967, 68, 2009 et 2010, peut ainsi rêver d'un 5e trophée et pourquoi pas rattraper le Zamalek au palmarès et se mettre à 3 longueurs d'Al Ahly, un autre club égyptien qui avait déjà remporté la compétition 8 fois. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 2 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.